Paul Massé, bonjour. Alors, on est au musée de l'instrument de musique, pas loin du musée d'art moderne qui cet été exposera Dali. Ça, c'est pour faire chez Perpignan qui expose Picasso, alors que c'est le musée Rigaud, mais on va s'y retrouver à la fin. Donc, Paul, on va pas refaire le coup du musée. Là, je reviens te voir, outre la joie qu'on a toujours à se fréquenter, mais parce que tu as une expo spéciale, une expo inouïe. Donc raconte-nous, fais-nous la bande-annonce de cette expo qui s'inaugurera samedi 1er juillet à 11h30 à Céret, pour ceux qui n'auraient pas compris. On adore les épopées, ce qui a du souffle, ce qui dure longtemps, ce qui prend racine, mais qui vit, puisque ça a des racines. Donc l'épopée, pour nous, c'est un acte fondamental. On est parti sur deux phénomènes complémentaires, intriqués, indissociables. L'avènement au monde, c'est l'avènement de l'individu dans l'univers sonore, la vibration. La vibration qui vient de l'univers, des éléments, de ce qui vit, la faune, la flore. Ça, c'est ce qu'on subit, mais auquel aussi on participe en étant le récepteur de toutes ces émissions sonores qui sont déjà sculptées par les éléments et le vivant. Et puis, l'homme est aussi source de vibrations, de sculptures sonores. Alors, il y a les facteurs d'instrument, celui qui fabrique, le faiseur d'outils, mais il y a aussi nous, nos pas, nos premiers pas, nos mouvements, nos gestes qui induisent les vibrations, les sons, l'univers sonore, et puis ce qu'on produit au-delà de nos mains avec les outils. L'instrument, alors l'instrument de musique in fine, mais le son, c'est tout élément que l'on met en vibration, tout objet qu'on met en vibration avant tout. On est parti de ces deux éléments. On est parti sur la facture d'un côté, donc sur la facture instrumentale, hors norme, curieuse, qui produit des univers sonores curieux, bizarres, hors du commun, surréalistes, inclassables, inclassés. Ça, c'est pour la partie visuelle, regard de ce visiteur. La deuxième partie, parce que nombre de musiciens et de facteurs prétendent, disent, affirment que l'instrument n'est fini que lorsqu'il est en mouvement, lorsqu'il est joué. Donc la deuxième partie de notre deuxième propos, c'est mettre à la disposition des visiteurs le plus grand nombre et la plus grande diversité possible de ces instruments inouïs. On a donc une double démarche dans cette exposition temporaire qui durera cependant un an, puisque nous voulons l'épuiser. Oui, c'est du temporaire qui dure comme les Algeco. C'est une épopée, un an, c'est rien. Oui. On est donc dans cette double démarche du regard sur ce qui est inouï, mais de notre participation dans ce monde de l'inouï. Alors, on va commencer par le gros trait de l'expo, ce sont des frères. Des frères qui sont des bourgeois à la base qui s'ennuyaient, même chez les bourgeois, il y a des gens bien, il y a des gens curieux, et il y a des gens ingénieux, parce qu'il s'agit de ça. Donc, c'est des gens qui créent des instruments, ce sont les frères, et là, paf. Les frères Bachet. Voilà. Que j'ai connus quand j'étais tout jeune, quand je faisais mes premières armes en polyphonie, et je suis tombé par accident sur leurs instruments lors d'une création. Ces deux frères, bourgeois, solide formation scientifique, solide formation aussi dans le domaine du rêve. Ça ne se définit pas. Tu veux dire qu'ils se droguaient? Ça ne se mesure pas. Pour en avoir au moins fréquenté un, je ne suis pas sûr, mais bon, peu importe. Non, le monde du rêve, tout bête, tout simple, à proximité de leurs mains, était là. Pour des questions
très curieuse de facilité de transport d'un instrument de musique qui s'appelle la guitare. Ils ont cherché la solution pour une portabilité simple dans les avions. Et à partir de là, ils ont inventé la guitare gonflable à partir d'une vessie. Travaillé donc sur la compression des gaz, puis ils sont passés pour d'autres évolutions sur les métaux et comment sortir d'un métaux dense une vibration qui normalement reste enfermée et est inaudible pour l'homme parce qu'elle reste enfermée dans des métaux lourds. Donc on a filmé tout à l'heure l'orgue cristal. Et puis un polytimbral, un instrument de percussion tout à fait hors norme aussi, mais aussi la voile, une voile métallique qui permet aussi de sortir des sons exceptionnels de tôle et de cordes. Tout ça c'est le même principe parce qu'ils avaient une solide formation scientifique et donc ont cherché toute leur vie à partir du début des années 50. Alors là ce qu'on voit de loin mais qu'on verra de près dans les reportages faits auparavant, c'est aussi un instrument de musique, c'est pas une œuvre, parce que ça ressemble plus à de l'art contemporain dans l'immédiat qu'à un instrument de musique. Ça c'est une curiosité de ses frères, c'est que quand on reste dans le domaine des grands musées nationaux en France, on les classe dans les facteurs d'instruments, les créateurs d'une nouvelle famille d'instruments de musique, les vergophones. Dès qu'on quitte la France, ils sont classés dans les plasticiens. Tous les grands musées internationaux ont quelques-unes de leurs œuvres qui sont considérées comme des œuvres d'art plastique. Ça, c'est assez curieux. Donc là, tu as dû montrer une tôle à voix. C'est un accident de parcours aussi. Ils avaient des concerts à assurer. L'interprète, la musicienne qui était à la tempura, une espèce de grande guitare indienne qui tient des fondamentales, des bourdons, leur déclare un jour qu'elle a d'autres contrats, d'autres engagements et qu'elle souhaite honorer donc les laisse. Et plutôt que de chercher un autre instrumentiste, il crée une tempura à leur manière. Donc c'est ça. C'est ce qui ressemble à une voile, une sculpture. Oui, tout à fait particulière, qui en plus est une chambre d'écho, parce qu'ils ont travaillé sur la... Oui, il y a plusieurs niveaux de jeu à chaque fois sur l'instrument. Parce que, comme toujours chez eux. On peut parler, faire vibrer la tôle de devant, et avec un archet... Ou avec les doigts, pincer les cordes, ou frotter les cordes. Il y a 4 cordes sur cette voile. Et donc c'est un véritable instrument à cordes doublé d'un instrument à voix, si ça pouvait exister. C'est une véritable chambre d'écho, Donc là, c'est pas directement les frères, mais c'est issu d'eux. C'est issu d'eux, c'est à la manière d'eux. Voilà. Leur long cheminement, leur longue recherche a fait qu'un Alors, on va rappeler que ces gens-là ont commencé dans les années 50. Et qu'en parallèle, il y avait Pierre-Henri qui faisait les mêmes recherches, mais de manière électronique. C'est ça. Et ils ont essayé de démontrer à Pierre-Henri qu'on pouvait le faire de manière acoustique. Ils ont pris un contre-pied total. C'est qu'à partir de la matière, et sans électronique et sans électricité, on pouvait aussi sortir de la matière ce qui était produit par l'électronique. Et à tel point que, par exemple, les instruments qui vont être exposés, des frères Bachet, à l'heure actuelle, sont énormément enregistrés, soit pour des musiques de film, soit énormément pour tous les jeux vidéo. Vidéo, Game Boy et tous ces jeux. Tous nos gosses ont dans les oreilles, sans le savoir, des instruments de cette famille. Simplement parce que, oui, l'électronique produit et peut produire des merveilles, mais on se retourne encore énormément et toujours sur ce type d'instruments. Moi, j'ai eu du mal à les retenir pendant un an. On nous a prêté 4 instruments majeurs pendant un an, ce qui est très long. Donc 4 instruments. On a celui qu'on a vu là. Comment on l'appelle celui-là? Alors ça, c'est une voile. C'est une sculpture sonore. Voilà. On a l'orgue. On a l'orgue de cristal. L'orgue de cristal. Bachet, ça, c'est un instrument exceptionnel aussi. Ensuite, on a un polytimbral. C'est une sorte de... Alors, je
je vais dire un pieux mensonge, mais c'est pas grave, c'est une sorte de batterie. Ouais. Hein, on va dire pour faire simple, c'est d'une percussion. Une sorte de, voilà, famille de percussion totale. Ouais. Et ensuite, on aura le musée des instruments de musique de Barcelone. Nous prête pendant un an la célèbre guitare gonflable. On le sait d'autant qu'on sera en direct du musée le 4 juillet et au passage on rembarquera la guitare gonflable. Comme on dit en catalan, on a guitara inflable. Oui, on fait tout, et le musée de Barcelone et nous faisons tout pour que tous les documents soient prêts pour que le 4 juillet on puisse rapatrier ici cet instrument qui a été le facteur déclenchant. Parce que tu parlais de cet instrumentarium. Ouais, voilà. Les frères Bachet, se trouvant un jour aux États-Unis, on leur propose de travailler sur des jeunes en difficulté. Mmh. Donc avec leurs instruments, mais leurs instruments, ce sont des instruments gigantesques, ce sont des monuments. Et là, un facteur déclenchant de réflexion chez eux, c'est comment amener des jeunes à ces instruments pour que ces instruments soient accessibles pour eux et de manière financière et aussi en portabilité. Donc là, ils ont pendant des années et des années lancé des travaux sur la recherche d'instruments maniables et tout aussi riches que leurs instruments monumentaux. Et donc on débouchait sur une quinzaine de modules qui constituent le fond de l'instrumentarium pour ceux qu'aujourd'hui on appelle les jeunes publics et avec qui on va travailler intensément dès la rentrée prochaine, dès septembre. Voilà. Nous avons 15 modules qui vont nous permettre de faire des ateliers. Alors qu'on s'entende bien sûr que les jeunes publics vont travailler intensément là-dessus, mais je suis certain que les adultes vont s'inscrire aussi pour venir découvrir ce genre de démarche. Alors, à propos d'ateliers, on parle, il y a eu des élections il n'y a pas longtemps, on a parlé de casserole, mais la casserole, ça peut servir aussi à faire de la musique. Oui, on découvre que les gosses, quand on leur parle de faire de la musique à domicile, ont toujours besoin d'instruments de musique finis, achetés, classiques. Ouais, un violon, un piano, machin, tout ça. La flûte en plastique avec. On oublie que les sons que l'on organise, que l'on travaille, que l'on découvre et que l'on produit, ça peut être avec tout et n'importe quoi. Les mains, déjà. Dès qu'on donne un peu d'imaginaire à ce qu'on va faire, dès qu'on conçoit de sculpter, travailler, découvrir, produire des sons, ça va de la casserole au verre de semi-cristal et ce dimanche j'ai même essayé des bons verres de troquet tout bête ballon et le son, pour peu qu'on travaille un peu avec de l'eau, devient très beau. On peut faire de très belles sonorités, produire de très belles sonorités avec un verre ballon de base. Il n'y a pas de limite à la construction d'instruments. On sera dans les dernières salles de l'exposition d'Ambreur sur la facture urbaine. C'est-à-dire nous sommes une société de grande consommation, d'hyperconsommation, et nous produisons beaucoup de déchets. Des verres, des bouteilles en plastique, etc. De tout, de la ferraille. Et Dieu sait si avec tout ça, on peut faire des instruments exceptionnels. Voilà. Donc nous aurons 2 salles consacrées à la facture urbaine. Il y a aussi des casques qui pendent, des monocasques qui pendent dans la même salle, avec la Reine de la Nuit déclinée en 1000 versions. Oui, ça c'est au terme d'un cheminement, d'une réflexion commune. On parle de musique, mais avant de parler de musique, on parle aussi de notes. Mais la musique et la note, c'est une démarche finale. En amont, pour arriver à tout ça, normalement, il y a le son. Comprendre, entendre, écouter des sons, ce qu'est un son. Nous participons en permanence à la production de sons et nous sommes sourds au son. Comment peut-on faire des notes et éventuellement un jour de la musique si en amont on ne sait pas ce que c'est que l'univers des sons? Donc on s'est dit que dans notre univers de surconsommation globale, nous entendions des profusions en permanence de sons. Et on est allé jusqu'au bout de ce qu'on peut démontrer comme diversité du son subi. Donc on est parti d'un morceau hyper connu, hyper classique,
Et on est allé chercher sa version classique. Mhm. Puis la version qui en a été faite pour des téléphones portables, puis pour des jukebox, puis pour des machines électroniques, puis pour version rock, version rap, version... Nous avons une forêt de casques, mono-oreille, pour, dans cette salle de l'hyperconsommation, consommer toutes les versions pensables et inimaginables d'un même morceau classique à l'origine. Bien, alors, est-ce qu'on a fait le tour? On a cité les frères Bachet, les dérivés des frères Bachet qu'on revoit là, les bouteilles acoustiquifiées, etc. Philippe Destrem nous a amené à peu près 80 instruments nouveaux de sa conception, qui ont tous été créés pour le spectacle vivant, hein, pour une création scénique. Et là, donc, ça va de l'objet qui est détourné pour la cause, ou alors de la recherche qui a débouché sur... nous aurons une vielle géante, par exemple, une vielle géante de 2 mètres de long. Oui, on a fait la photo tout à l'heure. Voilà. Cet orgue dans lequel on va souffler... Oui, le tympon, c'est un orgue qui a été inventé en 10 lignes dans un bouquin de Jean Giono, qui en donne une description extrêmement sommaire. On ne sait pas d'où il l'a sorti. Je pense qu'il sort strictement de son envie de décrire dans ce livre, à ce moment-là, un instrument de musique idéal, ou sublime, ou sublimé. Et à partir de là, le Philippe Destrem, qui est un grand facteur d'instruments, est reparti de l'écrit et a construit cet instrument qui sera à disposition du public pour souffler dedans. C'est une sorte de très grand orgue à bouche. On a donc cette vielle géante à moteur de machine à laver. Oui, qui est intéressant aussi. Et puis on partira, on va proposer dans le musée, la première salle va proposer les éléments premiers. Philippe Destrem avait travaillé sur différents spectacles sur des reconstitutions d'instruments de musique des premiers hommes. Des rhombes, des tambours, des percussions diverses et variées, des cordes frottées, frappées, etc. etc. Et cette première salle invite à la confrontation entre les éléments. Je deviens humain, je suis dans un univers sonore, et donc je copie, j'imite et je crée à partir des éléments sonores qui me sont proposés dans mon environnement immédiat. Donc nous serons sur des reconstitutions dans cette première salle de cet univers possible des premiers hommes, de cet univers possible. Alors, on a une espèce de table de pierre. Si j'osais, je dirais que c'est de la yose, alors que en langue d'oïl, on appelle de l'ardoise, et ça fait office, pas de xylophone, de yosophone, de lithophone, disais-tu, voilà. Lithophone. De lithos, la pierre. Oui, ça c'est vrai que ce sont des lozes, des variétés de lozes, suivant la qualité, elles sonnent plus ou moins bien. Alors évidemment, celle-là, c'est de nouveau Philippe Destrem qui nous les a conçues. En fonction de la dimension, de la masse de la roche, nous avons un son. Donc il nous a fait, oui, tu as raison, une sorte de xylophone minéral, voilà. Donc lithophone, oui. Alors c'est très intéressant. C'est utilisé pas mal en musique contemporaine pour certaines créations. On retrouve là et les éléments premiers et le temps. Aujourd'hui, la musique contemporaine aujourd'hui, c'est un lien à travers les âges intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on a rajouté? Parce que là, on va avoir les scénographes, parce que justement, un musée où on pose les objets comme ça derrière des vitrines, ça va un moment, on est en 2017, il faudrait peut-être songer à. Alors, il y a eu des tas de choses qu'il n'y avait pas dans l'épisode précédent, des rétroprojecteurs sur les vitrines qui projettent des ambiances anthropologiques, si j'ose définir ça comme ça. Ça, il n'y avait pas au dernier épisode. Ça a été conforté. Alors, notre souci à l'heure actuelle, c'est par exemple que tu es en train de filmer ce qui normalement n'est pas filmable. Oui, voilà. Tu vois. Là, si Christine vient, elle nous arrache les yeux, évidemment. Parce qu'on est dans le making-of, comme on dit dans les DVD après. C'est un chantier effroyable. Oui, voilà. Qu'il faudrait être prêt samedi, mais que c'est innommable pour l'instant. Oui, voilà. Mais qu'on va y arriver. Mais en gros, tu as tout dit, oui. On est aussi
sans profondeur historique, parce que le chercheur d'aujourd'hui ou d'hier, c'est le même, hein, à peu près les mêmes cerveaux et les mêmes outils. Là-bas au fond, par exemple, tu vois sur ces portes de placard, François, que tu vas entretenir tout à l'heure, oui, il y a certains de ces traits de crayon, mais il t'allait aussi dupliquer des travaux de Léonard de Vinci. Oui, il a raison, ça fait bien. Eh oui, parce que Léonard de Vinci a travaillé sur la conception d'instruments de musique. Il a travaillé surtout, donc notamment, effectivement. Le problème, c'est que comme pour tous, beaucoup de ces traits de crayon, de ces recherches, ses capacités en technologie à un moment étaient donné, trop courtes et que c'était irréalisable. Mais certains facteurs ont travaillé depuis sur la réalisation de certains de ces instruments. Donc, en forme, on a aussi ce trait de rappel de cette recherche permanente de l'inouï, de l'impensable, de ce qui est rêvé pour le facteur d'instrument et le musicien, mais qui n'est pas forcément réaliste et réalisable. On a cette notion aussi de quête permanente, de l'idéal, de l'objet idéal qui est un prolongement de soi. En fait, la devise, c'est cette phrase de Mark Twain qui disait « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ». Oui, ça conviendrait assez bien à la démarche là de nombre de facteurs. Oui, oui. Donc, on va s'arrêter là temporairement et on attend le fameux scénographe avec impatience. Faut venir le chercher. Paul Massé, merci. Merci beaucoup.